cette présentation. Merci à tous d'être là malgré les grèves. Donc effectivement, le programme CARE que je vais vous présenter aujourd'hui, il émane finalement d'une demande du terrain qui, suivant cet engouement pour les approches de psychologie positive, se sont dit c'est intéressant, les pratiques, les pratiques sur les forces, mais si on veut proposer un accompagnement, comment on fait? C'est-à-dire dans quel ordre, pourquoi, comment et est-ce qu'il y a des programmes qui seraient validés et qui nous permettent d'avoir un accompagnement de ce type-là? Et effectivement, à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à développer ce type d'intervention, à la fois en promotion de la santé et puis en accompagnement pour des personnes plus en difficulté, il n'y avait pas vraiment de programme, il y avait simplement des interventions qui ont été validées séparément, donc le journal de gratitude, le travail sur les forces de caractère, etc. Mais il n'y avait pas vraiment un enchaînement qu'on pouvait proposer. Et donc, on s'est réunis avec Christophe André, Ilios Kotsou, et puis par la suite avec Jean-Paul Durand, qui est spécialiste de l'approche systémique centrée solution, pour ceux qui connaissent. Et on s'est une progression donc, qui intègre uniquement des pratiques scientifiquement validées, qu'on intègre sous forme de progression pour essayer d'aboutir à des objectifs que je vais vous présenter. Donc le programme CARE, non, qui va vouloir, non, je ne vais pas vouloir. Tant pis. Donc le programme CARE, qu'est-ce que c'est? Les initiales, cohérence, attention, relation et engagement, et vous verrez que ça reprend en fait vraiment les objectifs du programme, et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi cet angle d'attaque. Les fondements du programme CARE, donc ce que vous pouvez retenir, qui est peut-être à la différence, on va dire, de programme de développement personnel, c'est qu'il est uniquement basé sur des pratiques qui, par ailleurs, ont été scientifiquement validées, et là, simplement, on les a mis les unes avec les autres. Alors, qu'est-ce que c'est cette psychologie positive? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire une brève introduction, en tout cas une découverte de ce champ, qui est un champ finalement assez récent dans le domaine de la psychologie, au regard de plus de 100 ans finalement de recherche dans le champ de la psychologie. Là, ça fait seulement une vingtaine d'années qu'il y a des travaux qui se disent en tout cas de psychologie positive. Et cette orientation a été proposée en fait par Martin Seligman lorsqu'il était président de l'Association américaine de psychologie au tournant du XXIe siècle. Il a fait en quelque sorte le bilan de tout ce qui avait été fait en termes de recherche au cours du XXe siècle. Et il a montré effectivement toutes les avancées en termes d'accompagnement de personnes en difficulté, de gestion du stress post-traumatique, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et puis il s'est dit, mais finalement, on ne s'est pas intéressé beaucoup au reste de la population. C'est-à-dire tous ceux qui sont résilients, tous ceux qui sont créatifs, qui sont épanouis dans leur travail, tous ceux qui arrivent à développer leurs compétences. Et donc, il s'est dit, ce serait utile que les chercheurs se penchent aussi sur cet autre versant de l'être humain, qu'on appelle le fonctionnement optimal, puisque l'humain qui fonctionne de manière optimale n'est pas simplement une personne qui n'a pas de symptômes, mais elle a aussi toutes sortes d'autres fonctionnements qu'on connaît beaucoup moins. Donc l'idée de la psychologie positive, c'était d'attirer l'attention finalement des chercheurs et des intervenants en disant attention, on s'est beaucoup focalisé sur des aspects très utiles au cours du XXe siècle, mais peut-être que maintenant il y a une nouvelle demande sociale qui est comment on peut être plus épanoui, comment on peut retrouver du sens à la vie, comment on peut devenir plus créatif dans son quotidien. Voilà, toutes sortes de questionnements sur lesquels les psychologues s'étaient moins penchés jusqu'à présent. Même si cette orientation, en tout cas cette attention, elle est plus récente, les origines de la psychologie positive en termes de représentation de l'être humain, ces origines sont plus anciennes et elles s'appuient beaucoup sur les thérapies humanistes, donc Rogers, que vous reconnaissez peut-être, Maslow, dont vous avez sûrement entendu parler avec la pyramide de Maslow sur les besoins. Donc c'est déjà depuis William James, donc au début du XXe siècle, il y avait cet intérêt, cette attention qui a été portée à ce qu'on appelle le fonctionnement mental sain, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les personnes, malgré les difficultés qu'elles vont rencontrer au cours de la vie,
arrive à s'adapter, arrive à rebondir, arrive à développer des relations de qualité. Qu'est-ce qui permet ça? Et donc en termes de philosophie, de représentation de l'être humain, ce sur quoi s'appuie la psychologie positive, c'est l'idée que chacun vient avec un potentiel à actualiser, et que l'objectif de l'accompagnement et de l'éducation, ça va être de favoriser l'actualisation finalement de ce potentiel. Donc c'est une vision différente de ce qui a été beaucoup diffusé en France, qui considérait plutôt que les enfants, en gros, il faut bien les dresser pour qu'ils puissent suivre le droit chemin, puisqu'ils vont avoir naturellement des pulsions agressives, des pulsions antisociales, et que c'est à nous, dans l'éducation et puis dans l'accompagnement, de les aider à reprendre le cap. Donc dans la psychologie positive, on ne s'appuie pas du tout sur cette représentation de l'être humain, on est vraiment sur l'idée que les humains viennent plutôt, et c'est ce que montrent les recherches, viennent plutôt avec des tendances prosociales dès le plus jeune âge, avec des capacités d'empathie quasiment très rapidement après la naissance. Donc voilà, toutes sortes de travaux qui ont pu mettre en évidence que l'humain n'est pas fondamentalement mauvais, mais que selon les contextes, les potentiels, les forces, les atouts vont pouvoir s'actualiser, ou au contraire, il va y avoir des contextes plus contrôlants qui vont empêcher cette actualisation et qui du coup vont générer des troubles des conduites. À la différence des thérapies humanistes et du développement personnel, la psychologie positive était d'accord de jouer le jeu de la recherche, c'est-à-dire que dans les thérapies humanistes, ils ont développé beaucoup de pratiques, ou comme aussi dans la communication non violente, il y a beaucoup d'outils très intéressants, mais ils n'ont pas eu le temps ou pas souhaité développer des méthodologies de recherche qui sont très exigeantes et qui impliquent donc des groupes contrôle qui pratiquent autre chose, qu'on va suivre sur plusieurs mois, etc., et qu'on va mesurer de différentes manières. Donc, dans les thérapies humanistes, il n'y a pas eu ce type d'évaluation, et la psychologie positive s'est donc un peu emparée d'outils, de pratiques qui allaient dans le sens du développement du potentiel humain, mais en jouant ce jeu de la recherche expérimentale, c'est-à-dire il y a des études en laboratoire, il y a des études interventionnelles où on va justement comparer différents types de pratiques en mesurant les effets sur la personne, sur l'entourage, sur la réussite, etc., pour avoir des indicateurs plus objectifs d'efficacité. Ça implique aussi que les conclusions sont plus nuancées que, en général, ce qu'on peut voir dans la presse grand public. Et d'ailleurs, ça peut aussi faire du tort finalement à la psychologie positive, c'est que la presse s'est beaucoup emparée de ces thématiques, la pleine conscience, où il n'y a plus aucun magazine que vous pouvez ouvrir sans trouver un article sur la pleine conscience ou sur la science du bonheur, etc. Mais avec du coup aussi des généralités qui ne correspondent pas vraiment à ce que les recherches ont pu mettre en évidence, qui sont beaucoup plus nuancées, c'est-à-dire ça fonctionne dans certains contextes pour certains types de personnes, et parfois on a aussi des effets contre-productifs, et c'est important de le savoir. Donc d'où l'idée des formations, des DU, etc., et des ouvrages, pour que les personnes puissent vraiment être au plus près de ce qu'on sait aujourd'hui et qui va encore beaucoup progresser. Déjà, entre ce qu'on disait il y a 10 ans et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est très différent. Et donc c'est important d'être au courant de ces avancées de la recherche par rapport au développement humain. À titre d'exemple, la notion même de positif va avoir tendance à générer de la confusion, c'est-à-dire on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives. Par exemple, la colère, ce serait un peu la figure emblématique de l'émotion négative, puisqu'elle nous pousse à faire des choses qu'on va regretter ensuite, elle nous pousse à crier, voire à frapper, et ensuite on le regrette. Cette émotion, elle n'est pas toujours négative. Par exemple, pour les étudiants en marketing, les personnes qui sont sur des postes où elles doivent négocier, et si elles sont timides, le fait de les mettre en colère va les aider à mieux s'affirmer et donc à pouvoir mieux négocier, à pouvoir mieux exprimer leurs besoins. Donc la colère, c'est une émotion qui peut être utile. Et même en dehors de ce contexte-là, l'idée c'est que toutes les émotions sont en fait des messagers qui vont nous indiquer que quelque chose dans le contexte a été modifié et qu'il y a peut-être des raisons de s'ajuster. Donc par exemple, la colère, ça va être généré à une situation
de frustration, un sentiment d'injustice, et ça donne beaucoup d'énergie d'un seul coup pour agir sur la situation. Donc ces émotions, elles ont une utilité. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de réagir, et on va aussi travailler là-dessus avec les pratiques de pleine conscience par exemple. Mais en tout cas, elles ont vraiment une utilité, et donc on ne devrait pas considérer qu'il y a des émotions positives et d'autres négatives, mais simplement, il y en a qui sont plus ou moins agréables, mais elles ont toutes une utilité. Si je prends l'exemple d'un trait de personnalité qui est considéré comme positif et dont on entend beaucoup parler lorsqu'on ouvre les magazines sur la psychologie positive, c'est l'optimisme. Alors c'est vrai qu'il est majoritairement associé à plus de bien-être, plus de réussite, une meilleure santé physique et mentale. Mais dans certains contextes, moi à l'origine je suis psychologue addictologue, et quand on accompagne des personnes par exemple qui sont des joueurs pathologiques, des personnes qui jouent à des jeux d'argent en excès, si elles sont optimistes, elles vont miser plus, perdre plus et aller encore plus mal. Donc l'optimisme n'est pas toujours un trait qui est souhaitable, ça va dépendre des contextes. On voit la même chose avec la protection, l'utilisation des préservatifs. Plus on est optimiste, plus on va se dire ça n'arrive qu'aux autres, donc on utilise moins. Donc selon les contextes, ça va être plus ou moins utile. Et c'est important de garder en tête que tout le monde ne doit pas forcément devenir optimiste. Il y a aussi des formes de pessimisme qui sont très utiles. Par exemple, ce qu'on appelle le pessimisme défensif, ce sont des personnes qui vont toujours prévoir le pire. C'est-à-dire, s'ils doivent venir faire une conférence, ils vont imaginer qu'il n'y a pas de train, qu'ensuite il y aura beaucoup de bouchons, que ceci, cela. Et en imaginant tout ça, ils vont du coup mieux se préparer pour pouvoir être effectivement présents au moment où cette conférence démarre. Alors que si ces mêmes personnes qui ont un pessimisme défensif suivent un programme où on développe l'optimisme, on le développe avec des pratiques, par exemple on dit vous allez compléter chaque jour des phrases, on va vous proposer des vignettes, des histoires, et vous allez les compléter de manière positive. Du coup ça oriente les cognitions vers des issues positives. Donc on développe à travers ça l'optimisme. On constate que les personnes qui avaient un pessimisme défensif et qui ont suivi cette intervention, ensuite elles sont moins adaptées dans leur quotidien, c'est-à-dire moins bien prévoir et donc moins bien s'adapter, ça va amener des effets plutôt contre-productifs. Donc l'idée c'est vraiment de bien connaître ce champ pour agir là où ça semble utile pour les personnes qu'on accompagne. En résumé, la psychologie positive, on dit que c'est la science qui étudie les conditions, les processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors, je ne vous dis pas cette phrase pour que vous soyez obligés de l'apprendre par cœur, mais simplement pour rebondir sur certains éléments. Donc, le premier point qui est important et qui compte beaucoup pour nous en tant que chercheurs, c'est une science, c'est-à-dire ce n'est pas des opinions. Contrairement au développement personnel, qui, encore une fois, il peut y avoir des pratiques qui semblent très bien, qui peuvent être utiles pour des personnes, mais ça reste basé sur une idée qu'une personne a eue et qui est convaincue que c'est utile. Et donc c'est là où la science, elle va être beaucoup plus nuancée. Il ne s'agit pas d'être des choses et de convaincre les autres. Et du coup, évidemment, si on a du charisme, ça va être plus facile, on va pouvoir convaincre beaucoup de gens. Mais au final, il y a certaines personnes pour qui ça ne va pas être adapté et on ne va pas le repérer et on ne va pas les écouter quand elles le disent. Et donc là, on n'est plus du côté de la science. Deuxième point qui est important, c'est l'idée du fonctionnement optimal. On n'est pas dans l'idée du fonctionnement maximal. On ne va pas chercher à pousser les gens à faire plus, à être plus performants, à être toujours au top, à être toujours heureux. Donc c'est vraiment l'inverse de cette injonction au bonheur. Dans les programmes de psychologie positive, on va être beaucoup plus dans l'accueil des émotions, quelles qu'elles soient, et justement apprendre à faire avec, c'est-à-dire continuer à avancer dans la direction de ce qui est important pour soi, malgré les émotions qui viennent, qui partent. En fait, les émotions sont fluctuantes, donc l'idée, c'est de ne pas s'accrocher à des émotions, mais simplement les accueillir comme des messagers qui viennent nous indiquer, tiens, ce que tu es en train de faire, visiblement, ça te fait du bien, ou ce que tu es en train de faire, il y a peut-être quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs. Donc, c'est des indicateurs, mais ça ne peut pas être un but, puisque ça va être forcément fluctuant. Donc, ce fonctionnement optimal, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il signifie être capable d'avoir accès à ses ressources. Donc, fonctionnement optimal, c'est comment
développer les conditions, voilà, les conditions d'accès à ces ressources. Donc, ça peut être les ressources cognitives, émotionnelles, sociales, etc., qui vont permettre de s'adapter au mieux aux situations. Donc, c'est ça le fonctionnement optimal. C'est pas être toujours au top et toujours heureux. Dernier point important par rapport à cette définition, c'est que la psychologie positive ne s'intéresse pas seulement à développer le bien-être des individus. En fait, la psychologie positive, elle a une ambition sociétale, c'est-à-dire faire en sorte qu'on vive dans une société où les relations sont plus positives. Donc, elle travaille aussi beaucoup sur les groupes et sur les institutions qui favorisent l'épanouissement et l'actualisation du potentiel humain. Donc, les institutions positives, ça va être l'école, la famille, le travail. Donc, il y a vraiment ces trois dimensions. Première dimension, l'individu. On peut travailler sur les ressources, donc développer des compétences, notamment les compétences psychosociales ou émotionnelles. Développer les facteurs de résilience. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de rebondir lorsqu'on se trouve dans des situations difficiles, voire traumatisantes. En termes de travail sur les groupes, donc dans les familles, il y a tous les travaux autour de l'attachement qui vont favoriser ce développement du potentiel humain. Les travaux sur l'empathie, l'altruisme, les relations finalement constructives, notamment à travers les pratiques comme la communication bienveillante. Et puis tous les travaux qui portent sur ce qui va augmenter le sentiment de soutien social. Par exemple, les travaux sur la gratitude qui montrent que lorsqu'on oriente l'attention vers ce que les autres nous apportent de positif, on va avoir tendance à être plus altruiste et à être davantage dans des actions solidaires et de soutien social. Au niveau des institutions, jusqu'à présent, les recherches ont porté principalement sur trois aspects, donc sur le bien-être au travail, à l'école ou dans la société. Le premier aspect, c'est le sens, le sens que prend ce qu'on est en train de faire. Donc, si on a perdu le sens de ce qu'on fait au travail, bien évidemment, le bien-être va diminuer, de même que l'engagement et les performances. À l'école, c'est pareil. On va beaucoup travailler sur cette question du sens. Qu'est-ce que je fais là? Parce qu'on est obligé d'aller à l'école. Donc, c'est l'inverse de la motivation intrinsèque, la motivation autonome. Donc, comment on peut travailler pour redonner du sens dans le quotidien des élèves, des étudiants et des personnes, des salariés. Deuxième dimension, oui, juste un petit exemple par rapport au sens. Il y a une recherche qui a été faite auprès de personnel d'entretien, où en fait ils ont formé ce personnel, ils leur ont expliqué tous les produits qu'il fallait utiliser, etc. Et puis à la fin, ils leur ont dit, et si vous faites bien ça, ben, les familles, quand elles vont rentrer, du coup, les parents seront plus apaisés, donc ils pourront faire plus de choses avec leurs enfants, ils auront des relations qui seront plus constructives, les enfants ils seront moins allergiques. Donc, ils ont donné du sens à ce travail de nettoyage. Et puis, à l'autre moitié, ils ont simplement expliqué les produits, comment on fait, etc. Et ils ont constaté, en suivant ce personnel pendant plusieurs mois, que ceux à qui on avait donné du sens, ben, ils avaient moins de symptômes physiques, donc les maux de dos et les douleurs articulaires ou maux de tête, et ils avaient un degré de satisfaction par rapport à la vie qui était plus élevé que le groupe qui n'avait pas eu ces indications, ces pistes sur le sens de leur travail. Une autre dimension sur laquelle il y a eu pas mal de recherches, c'est sur le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment de compétence au travail. Ce que montrent certaines recherches, c'est que en fait, 70% des personnes sur un poste considèrent qu'elles n'utilisent pas leurs meilleures compétences. Donc elles sont sur des postes, parce qu'il fallait bien trouver un emploi, mais au final, elles sous-utilisent leur potentiel. Et ça, c'est une source de frustration et de diminution de l'engagement et de la motivation au travail. Donc j'avais un collègue qui avait été contacté par une entreprise qui était en perte de vitesse et qui s'est dit qu'elle allait devoir fermer, etc. Et puis le dirigeant était venu à un colloque sur la psychologie positive, le premier qu'il y a eu en France en 2009. Et donc il avait rencontré ce collègue qui était thérapeute à l'époque, qui ne travaillait pas forcément dans les entreprises. Et il lui avait dit, venez là avec votre psychologie positive et faites quelque chose parce que nous, on ne sait plus quoi faire. Et donc, ce collègue avait rencontré chacun des salariés, il y avait 200 salariés, et il a identifié avec eux quelles étaient leurs forces,
et qu'est-ce qu'ils avaient envie de mettre en œuvre dans le cadre de leur travail. Et ensuite, en fonction de cette identification des forces, des compétences et des envies, il avait repositionné les personnes sur différents postes. Et ce qu'ils ont constaté, c'est évidemment une augmentation du bien-être au travail, et puis ça a permis de relancer en fait cette entreprise qui était en perte de vitesse. Donc voilà, c'est un exemple sur comment on peut travailler sur ce sentiment de compétence pour que la personne se sente plus à sa place et vraiment cette sensation de pouvoir donner le meilleur de soi-même, sachant qu'on est toujours dans cette idée que les êtres humains, on n'a pas besoin de les tirer de force pour qu'ils s'engagent et qu'ils se motivent à travailler, que c'est vraiment un élan naturel. Les gens ont envie de travailler, mais simplement dès qu'on a un cadre, plus le cadre est contraint, moins cette envie va être intrinsèque, et donc elle va être davantage impactée par les primes, etc., donc des motivations externes. Mais naturellement, les gens ont envie de contribuer à la société, et donc la psychologie positive va plutôt s'appuyer sur cette dimension-là. Dernier point sur les institutions dites positives, c'est l'importance en fait des relations positives, alors notamment au travail, mais aussi à l'école. Une des grandes sources de mal-être et une des sources de burn-out, c'est l'absence de relations constructives, que ce soit au travail ou à l'école. Et donc, alors ça a donné peut-être lieu à des idées qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, avec des journées saut à l'élastique, etc., de team building pour essayer de faire en sorte que ça crée des relations. Mais il y a en tout cas des choses peut-être possibles, autres que le saut à l'élastique, qui pourraient favoriser la qualité des relations au travail, même si c'est délicat. Moi, j'ai beaucoup de demandes des entreprises pour travailler autour de la gratitude, mais en fait c'est très délicat à manier dans le cadre du travail. C'est considéré comme de la manipulation, ça peut être mal perçu, c'est difficile aussi en tant que manager d'exprimer la gratitude, parce que ça implique une forme d'humilité, de se dire sans les autres, ce serait compliqué pour moi, et donc ça c'est pas évident quand on a une différence de hiérarchie. Donc voilà, c'est des choses qui sont difficiles à manier, et pourtant voilà, quand certains arrivent à s'en saisir et que c'est vraiment une démarche de l'ensemble de l'équipe de direction, l'équipe de managériale, ça peut vraiment avoir des retombées très intéressantes en termes de qualité de la relation, en termes de partage des aspects positifs et qui fonctionnent bien dans l'entreprise. Pour vous donner un exemple, dans une organisation qui n'est pas une entreprise, mais une organisation de travail social, il y avait un dirigeant qui avait été parachuté dans une structure de travail social pour essayer de redresser la barre sur le plan financier, puisque ça n'allait pas bien. Donc évidemment, il a été tout de suite mal perçu par les travailleurs sociaux qui se sont dit il est là juste pour les sous, alors que nous, on travaille avec de l'humain. Donc ça, c'est toujours le grand débat entre les dirigeants, les managers et puis ceux qui sont la main à la pâte. Et donc voilà, ça s'est mal passé, le personnel était de plus en plus en arrêt, voilà, on a beaucoup d'absentéisme. Et le dirigeant avait lu un livre de psychologie positive et il s'est dit peut-être que ça doit commencer, peut-être c'est moi qui dois démarrer quelque chose qui pourrait générer une forme de cercle vertueux, puisque lui aussi il se disait mais je comprends pas, moi je fais tout ce que je peux et j'ai que des retours négatifs. Donc lui aussi il attendait que les autres lui disent merci ou lui félicitent, ou voilà, et il avait que des retours négatifs. Mais il s'est dit peut-être si moi je commence, ça va générer une autre dynamique. Et donc il s'est mis à observer les travailleurs sociaux, et chaque semaine il choisissait un travailleur social, il observait tout ce qu'il faisait qui contribuait au bon fonctionnement de la structure, et à la fin de la semaine il lui faisait un retour là-dessus. Il disait vraiment j'avais envie de te remercier parce que j'ai dit que tu avais fait beaucoup d'efforts par rapport à ce jeune-là qui pose problème pour les autres, et toi tu as vraiment donné beaucoup de ton temps autour de ça. Et donc il a commencé à faire ce type de retour de gratitude par rapport à l'investissement, à l'implication. Et alors, au début, les travailleurs sociaux que je connais aussi, ils disaient mais c'est bizarre, pourquoi il me dit ça, qu'est-ce qu'il me veut? Donc voilà, il y a toujours d'abord cette phase un peu de méfiance, est-ce qu'il est en train de me manipuler, qu'est-ce qu'il va me demander derrière? Mais en même temps, tout de suite, ils se sont aussi mis à orienter leur attention sur ce que le dirigeant faisait de positif qui contribuait au bon fonctionnement de la structure, et ils se sont rendus compte que lui aussi faisait beaucoup d'efforts, etc.
Et donc, il y a eu davantage de partage autour de ce qui fonctionnait bien ou les efforts que chacun faisait. Et aussi, donc, plus de possibilités d'exprimer, tiens, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça fait circuler, en fait, beaucoup plus la communication, à la fois autour des aspects qui fonctionnent et des aspects qui sont à modifier. Alors pourquoi la psychologie positive? Pourquoi on a choisi ce terme? Alors nous, quand on l'a traduit en français, on a beaucoup hésité à changer le terme parce que la psychologie positive, ça impliquerait qu'il y ait une psychologie négative. Donc évidemment, les psychologues en France sont furieux contre nous parce qu'ils pensent que nous, on dit qu'on fait des bonnes choses et on dit qu'ils font des mauvaises choses. Donc c'est pas du tout l'idée, c'est simplement de prendre le contre-pied, on va dire, de l'orientation sur la psychopathologie, c'est-à-dire tout ce qui dysfonctionne, ça c'est très utile de travailler là-dessus, et en complément, c'est très utile de travailler sur les autres dimensions qui ont été sous-explorées et sous-accompagnées dans le cadre de la thérapie ou du coaching. Enfin, le coaching encore, vous étiez très en avance là-dessus, mais en tout cas en thérapie, on n'était pas beaucoup orienté là-dessus. Donc la psychologie positive, c'est un terme qui peut prêter à confusion, mais qui répond vraiment à cette nouvelle demande sociale autour de l'épanouissement, autour de comment je peux être plus heureux, comment je peux me sentir mieux dans mon quotidien, comment je peux être plus épanouie dans mon couple. Enfin, il y a beaucoup de questionnements qui a fait que les personnes se sont orientées vers du développement personnel, et ça, il y en a de toutes sortes. Avec parfois des effets contre-productifs. Et donc, la psychologie positive, l'idée, c'était un peu de pouvoir déblayer le terrain, ou en tout cas préciser, tiens, oui, si vous pratiquez ça, ça peut avoir telle utilité, dans tel contexte, pour tel type de personne. D'autre part, c'était vraiment dans cette idée que pour développer la promotion de la santé, moi j'ai travaillé dans la prévention pendant 5 ans, et à l'époque, on faisait surtout de l'information. On disait attention, il ne faut pas fumer, c'est dangereux, attention, il faut bien mettre des préservatifs, etc. Mais en fait, non seulement ce n'est pas très utile, mais en plus, c'est contre-productif. Moi, je travaille surtout sur les troubles alimentaires, donc anorexie, boulimie. Et lorsqu'on vient parler dans une classe d'anorexie, il y a plus de suite que dans les classes où on ne vient pas en parler. Donc, quand on a fait ce constat sur les effets contre-productifs de la prévention, on s'est dit on ferait mieux de faire ce qu'on appelle de la promotion de la santé, c'est-à-dire développer les compétences qui vont faire que les individus ont moins recours à ce type de comportement pour s'adapter au quotidien. Ils ont moins besoin de consommer du cannabis s'ils ont d'autres moyens pour réguler la consommation. Ils ont moins besoin de fumer des cigarettes s'ils sont plus à l'aise socialement, etc. Donc, l'idée, c'est augmenter les compétences pour diminuer le recours aux conduites à risque. Donc ça, c'est les facteurs de promotion de la santé sur lesquels travaille la psychologie positive. L'idée d'en faire une appellation, psychologie positive, c'était un peu pour attirer l'attention, même s'il y avait déjà des travaux qui étaient faits dans ce champ depuis les années 70, avec Csikszentmihalyi, Ed Diener dans les années 80. Donc il y avait déjà des travaux sur le bien-être, on va dire la créativité, l'épanouissement, mais qui était un peu disséminé, un peu plus discret. Donc là, l'idée, c'était un peu de mettre tout ça ensemble et de les éclairer davantage. À titre d'exemple, au niveau des publications scientifiques, si on regarde avant les années 2000, il y a un ratio de 1 article sur des dimensions positives pour 21 articles sur des dimensions plus pathologiques ou des émotions désagréables. Donc voilà, l'idée de la psychologie positive, c'est un peu rééquilibrer ce ratio. Donc pas pour dire c'est pas bien la psychopathologie, il ne faut pas travailler sur la dépression, mais simplement pour dire si on comprenait les autres facettes de l'être humain, ça nous aiderait davantage à l'accompagner de manière constructive. Dans cette idée, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui viennent consulter parce qu'ils ont un état de stagnation. Ils ont l'impression de ne pas avancer, de ne pas savoir vers où aller, etc. Et ils demandent comment je pourrais être plus épanouie. Donc, ça va être d'apporter des clés pour aller davantage dans cette direction. Et aussi, si on remplace le terme stagnation par le terme épanouissement, parce que je n'ai pas de tableau ni de paperboard,
l'idée de la promotion de la santé, c'est si on est au degré 0 de symptomatologie, ok, on n'a pas de symptômes dépressifs, on n'a pas de symptômes anxieux, mais épanoui. Quand on n'a pas de symptômes, bah juste, ok, on n'a pas de dysfonctionnement cognitif, on n'est pas en train de faire des crises de boulimie, mais en même temps, on ne se sent pas forcément à sa place et on ne sait pas très bien dans quelle direction on va aller. Donc la psychologie positive, elle vise à faire augmenter les personnes sur le côté droit de ce schéma. Donc arriver à, par exemple, plus 6, et à ce moment-là, quand vous êtes à plus 6, si jamais il vous arrive une séparation, la perte d'un emploi, évidemment, vous allez moins bien. Vous allez perdre peut-être 4 points sur l'échelle, schématiquement. Encore dans la symptomatologie. Alors, c'est une... et vous perdez 6 points, là, vous êtes dans la symptomatologie. On a eu rechuter. Si on a eu 2 épisodes, on a 80% de risque de rechuter. En fait, on crée des autoroutes de la dépression, en quelque sorte. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'éviter en faisant de la promotion de la santé. Développer le plus possible des compétences qui font qu'on ne va pas avoir tous ces biais cognitifs qui nous font rechuter, qui nous font retomber dans cette impasse. Alors, en 2011, Seligman a un peu fait une synthèse des recherches qui a été faites pendant les 10 années de la psychologie positive pour identifier finalement les principaux déterminants du bien-être tels qu'ils avaient été recherchés à cette époque-là. Et donc, il est arrivé avec ce modèle PERMA qui comprend 5 déterminants fondamentaux. Le premier déterminant, ce sont les émotions positives. Deuxième déterminant, l'engagement dans des actions qui donnent du sens à la vie, qui donnent un sentiment de compétence, qui donnent un sentiment de lien social. Les relations positives, le sens de la vie et le sentiment d'accomplissement personnel. Alors je vais revenir sur certains de ces éléments, puisqu'on va soit mettre l'accent dessus, soit au contraire ne pas trop mettre l'accent dessus dans le programme CARE. Première dimension, les émotions positives. Alors, bien sûr, les émotions positives, on se doute bien qu'elles sont associées à plus de bien-être, puisque quand on expérimente une émotion positive, on se sent mieux. Mais au-delà de cet aspect finalement très éphémère, hein, puisqu'elles vont venir et repartir, et elles sont très dépendantes du contexte, puisque si vous mangez un bon plat, vous allez avoir une émotion positive. Si vous avez une conversation avec quelqu'un de sympa, ça va générer une émotion positive. Mais au-delà de ça, si vous vous sentez seul dans votre coin, ça va être plus compliqué de trouver ces émotions positives. Donc on voit que c'est quelque chose qui à la fois va être fluctuant et en plus fortement dépendant du contexte extérieur. Toutefois, lorsqu'on arrive à générer, alors soit par soi-même, soit grâce au contexte extérieur, ces émotions, les recherches ont montré qu'elles sont vraiment associées à plus de bien-être. Alors du bien-être, pas seulement sur le moment, mais du bien-être à long terme, au niveau physique, mental et social. Donc il y a un effet sur la santé, puisque ça va diminuer les effets du stress chronique. Donc ça a un effet sur la santé, sur les maladies. Ça va avoir un effet sur la santé mentale, puisqu'on va apprendre finalement à percevoir davantage l'ensemble de la réalité, pas uniquement les éléments qui dysfonctionnent, qui ne se passent pas comme on voudrait, mais aussi le reste de la réalité. En fait, dans la vie, dans le quotidien, sauf dans les pays où on est en guerre, mais ici, dans le quotidien, on a une majorité d'événements positifs qui se produisent. Mais on va surtout être attentif et on va surtout retenir les éléments qui sont négatifs ou menaçants. C'est un fonctionnement adaptatif de l'humain. On s'adapte à toutes les situations qu'on rencontre. Et du coup, on va... j'ai perdu le fil. Oui, donc on va... c'est un élément adaptatif qui fait que le contexte, que ce soit des situations difficiles ou au contraire des situations positives, ben, on va pouvoir s'adapter. Par exemple, si vous devez traverser la route, ben, si vous êtes en train de regarder en l'air, écouter les oiseaux, vous avez toutes les chances de vous faire écraser. Donc ce fonctionnement du cerveau qui est de nous orienter
vers les aspects menaçants nous aide à mieux nous adapter au quotidien. Mais si on ne fait que ça toute la journée, si on est attentif uniquement à ces aspects-là, petit à petit, la vie nous semble plus pesante, la vie devient moins satisfaisante. Et donc, à la fin de la journée, on va être davantage en proie à des émotions d'anxiété, à des idées moins positives sur sa journée, alors que lorsqu'on a des émotions positives, on va être davantage attentif aux éléments plus satisfaisants du quotidien, et donc le soir, on va aussi se souvenir davantage de ces éléments-là. Alors les émotions positives, elles vont générer, et je vais en parler juste après, un fonctionnement cognitif qui, de ce fait-là, est plus adaptatif puisqu'elle nous aide à prendre en compte davantage d'éléments dans la situation. Par exemple, dans une expérimentation, il avait été proposé à des internes en médecine d'effectuer une étude de cas, donc un cas clinique où ils devaient identifier le diagnostic de cette personne et proposer des traitements adaptés. Et juste avant de réaliser cet exercice, ils ont proposé à la moitié des internes, ils leur ont donné un petit cadeau pour générer une émotion positive. Et puis ils ont observé la différence entre ces deux groupes, celui qui avait eu le petit cadeau et celui qui n'avait pas eu. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les personnes qui avaient reçu un cadeau arrivaient à mieux déterminer le diagnostic et proposer des traitements plus variés, plus adaptés et plus variés. Donc il y a vraiment cette idée, c'était la première étude sur les émotions positives, qui a montré que ça permettait d'élargir le champ attentionnel, de prendre en compte davantage d'éléments et de générer des réponses plus créatives qui vont permettre de résoudre des problèmes complexes, de répondre à des situations complexes de la réalité. Donc sur cette base, finalement, beaucoup d'autres recherches ont été développées, dont celles qui sont citées ici, qui montrent cette plus grande flexibilité cognitive et cette plus grande capacité d'adaptation lorsqu'on est sous l'effet d'émotions positives. Donc c'est pas juste qu'elles nous aident c'est pas juste qu'elles nous génèrent une belle émotion sur le moment, mais elles vont avoir en fait une utilité et donc générer plus de bien-être à long terme. C'est ce qui a donné lieu au modèle de Fredrickson, donc le modèle élargir et construire, broaden and build, qui montre que ces émotions positives élargissent donc le champ attentionnel. D'ailleurs, elles donnent aussi accès à plus d'éléments en mémoire, pas uniquement les éléments qui viennent confirmer les aspects négatifs qu'on verrait dans la situation, mais on a accès à plus de données en mémoire, ce qui va nous aider à mieux résoudre les problèmes, à être plus flexible dans le quotidien et donc à prévenir les situations de mal-être pour la suite. À chaque fois que vous êtes dans une situation où vous trouvez une nouvelle manière de résoudre le problème, vous développez en fait et vous renforcez des compétences, vous renforcez un réseau social et tout ça, ça va contribuer à des facteurs de prévention du mal-être pour la suite. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai confondu deux diapos, désolée pour le blanc. Donc l'être humain a cette capacité à s'adapter, alors s'adapter aux situations négatives, mais aussi aux positives, et c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique ou l'habituation hédonique. Et c'est ce qui va aussi faire que finalement ces émotions positives, même si elles ont une utilité, elles vont aussi être très fluctuantes, elles vont venir et partir. Et même quand vous avez un événement très positif, où vous dites ça va vraiment changer ça va changer ma vie, par exemple acheter une maison, avoir une promotion, vous marier, etc. Vous dites ça vraiment, ça va changer ma vie. En fait, au bout de quelques semaines ou quelques mois, on revient à un état de base au niveau du bien-être. Donc ça, c'est l'adaptation hédonique qui est liée à ce bien-être subjectif qui est essentiellement fait d'émotions positives et de satisfaction par rapport à la vie. Mais les chercheurs se sont dit, finalement, le bien-être, c'est pas juste ça. C'est tout ce qui va donner du sens à la vie. Donc, c'est ce qu'on appelle le bien-être psychologique, qui comprend un certain nombre de dimensions. L'acceptation de soi, le sentiment d'autonomie, le sentiment de croissance personnelle, les relations positives, l'impression de pouvoir maîtriser quelque chose de son environnement, de ne pas juste être un pion ou une marionnette, et surtout le sens de la vie. Donc ça, c'est les autres dimensions du modèle PERMA. Donc on a vu que les émotions positives, c'était utile parce qu'elles vont générer plus de flexibilité, mais que ce n'est pas utile qu'elles soient un but en elles-mêmes, puisque de toute façon, elles vont être fluctuantes et on va être soumis à cette adaptation hédonique dans tous les cas. Les autres dimensions,
Donc il y a la dimension d'engagement. Alors Seligman l'a beaucoup décrite de la manière suivante, c'est-à-dire s'engager dans des actions où vous êtes complètement absorbé par cette action. Par exemple, si vous êtes en train de grimper une falaise, ou si vous jouez un morceau de musique, ou si vous êtes en train d'écrire un livre, voilà, vous pouvez être pris complètement absorbé dans cette activité qu'on appelle le flow, cet état de flow, où vous avez l'impression que tout coule de source, que vous mobilisez toutes vos compétences, et ça génère une sensation d'euphorie et de perte de sens du temps, même de sens de soi. Donc cet état de flow, il va être généré lorsqu'il y a une adéquation entre les compétences qu'on a et le défi qui est proposé. Si le défi est trop élevé par rapport aux compétences, ça va générer du stress. Si à l'inverse, le défi est trop faible par rapport aux compétences, ça va générer de l'ennui. Et donc ça, c'est une dimension sur laquelle on peut travailler, que ce soit en milieu scolaire ou dans les organisations, pour essayer de générer davantage cet état de flow où on va vraiment ressentir ces émotions positives et ce sentiment de compétence, de maîtrise de la situation, en travaillant sur ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire ce qui est le pas juste après, ce que vous arrivez déjà à maîtriser, ok, et le défi, ça va être le pas juste d'après. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir progresser encore? Et là, ça va être très important d'être dans un travail collaboratif parce que seule la personne elle-même est capable de vous dire, bah là, ça va être, c'est un pas de trop pour moi, ou là, au contraire, je peux aller un peu plus loin. Donc, c'est vraiment la personne qui va sentir cette adéquation entre le défi et les compétences. Troisième dimension, troisième déterminant du bien-être, c'est donc les relations positives qui sont notamment fortement liées aux compétences émotionnelles. Donc dans les interventions qu'on développe dans les établissements scolaires, on travaille beaucoup sur ces compétences émotionnelles, donc être capable d'identifier les émotions, de les comprendre, donc comme je vous disais tout à l'heure pour la colère, comprendre qu'est-ce que vient me signifier cette colère par rapport à la réalité. Comment les exprimer. Donc les exprimer, ça ne veut pas juste dire faire sortir l'émotion, ça veut dire les exprimer de la bonne manière, au bon moment, à la bonne personne. Et donc ça, c'est une vraie compétence qui implique finalement une capacité à réguler les émotions. Donc c'est la quatrième compétence. Et la capacité à les utiliser, c'est-à-dire comment je vais m'appuyer finalement sur ces émotions pour prendre des décisions. Et donc c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille dans les équipes, parce qu'au travail, on pense on pensait en tout cas au pays de Descartes que c'était important de laisser les émotions à la porte et de venir seulement avec sa tête et donc prendre les décisions à froid, sans émotion, etc. Et en fait, ça, c'est les décisions qu'on va davantage regretter. Quand on les prend à froid, sans émotion, c'est celles qu'on va plus regretter. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'écouter les émotions, l'intuition, quand on va prendre des décisions, de manière à favoriser plus de bien-être au travail. La quatrième dimension, ça va être autour du sens, et on va travailler beaucoup là-dessus, alors notamment dans les approches d'acceptation et d'engagement, mais aussi dans les interventions de psychologie positive. Comment trouver du sens à ce qu'on fait, trouver du sens à sa vie. Essentiellement, on trouve du sens au travers des dimensions affectives, c'est-à-dire les relations, la famille, le couple, les enfants. Les dimensions cognitives, c'est les croyances qu'on a et qu'on partage avec des personnes, la philosophie de vie ou la spiritualité. Et sur les dimensions comportementales, ça rejoint cette idée d'engagement dans des actions qui vont donner du sens à la vie. Donc souvent des actions en lien avec des valeurs humanistes qui vont augmenter ce sentiment que la vie a du sens. Et dans le programme CARE, en fait, on va être beaucoup orienté sur ce type d'engagement-là, pas tant sur le flow, que Seligman a présenté comme un déterminant du bien-être, parce qu'effectivement, le flow va générer ce sentiment d'euphorie sur le moment, mais plus récemment, il y a eu des travaux qui ont montré le dark side of flow, donc l'aspect aussi contre-productif. Par exemple, donc, on a des collègues qui travaillent beaucoup sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, vous êtes vraiment dans le flow, puisque vous mobilisez des compétences, vous perdez la notion du temps, voire des besoins physiologiques. Et donc, il peut y avoir des effets contre-productifs de ce flow. Donc, nous, on va être beaucoup plus dans l'engagement, la dimension engagement dans des actions en lien avec ces valeurs. Quelques éléments, avant de rentrer dans le programme CARE, quelques éléments sur ce que la psychologie positive n'est pas.
puisque vous avez peut-être vous-même des représentations à ce sujet, mais en tout cas, vous allez en entendre un certain nombre. Notamment, un des retours qu'on a souvent, alors plutôt de la part des psychanalystes ou de certains psychologues, c'est qu'on est dans le déni. C'est-à-dire, en gros, les émotions négatives, les problèmes, on les met sous le tapis et on fait comme si tout allait bien. Donc, la psychologie positive, évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est s'appuyer sur ce qui fonctionne bien, s'appuyer sur des émotions qui vont nous aider à mieux nous adapter et nous aider à mieux résoudre les problèmes qu'on rencontre. Donc on ne les met pas sous le tapis, simplement on les aborde d'une autre manière que celle qu'on ferait habituellement, qui consisterait à ressasser le problème 1001 fois dans sa tête en espérant qu'une solution émerge et elle n'émerge pas. Donc voilà, on ne les met pas sous le tapis. Deuxième confusion, c'est la pensée positive. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer autant que vous voulez, vous représenter dans votre tête que vous êtes un lion. Vous n'allez pas vous transformer en lion. Donc l'autoconviction, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien ou qui fonctionne vraiment à court terme, mais après vous regardez dans le miroir et vous voyez bien que vous ne ressemblez pas à un lion. Donc ça va avoir un effet très éphémère, voire un effet contre-productif. Par exemple, dans une recherche, il avait été montré que les personnes à qui on disait « regardez-vous tous les matins dans le miroir en vous disant toutes les qualités que vous avez », et ça devrait vous aider à aller mieux. C'est ce que les psychologues recommandent parfois. Moi, j'ai des étudiants qui viennent me raconter ce que les psychologues leur font faire. Donc, vous regardez dans le miroir le matin, vous dites toutes vos qualités. Et ce qui s'est passé dans cette expérimentation, c'est que les personnes qui avaient une bonne estime d'elles-mêmes, qui ressemblaient déjà à des lions, ça allait encore mieux après cet exercice. Par contre, les personnes qui avaient une faible estime d'elles-mêmes, elles essayaient de se convaincre qu'elles étaient quelqu'un de bien, qu'elles étaient appréciées, etc. Puis ensuite, elles sortaient, elles arrivaient au travail. Non, je ne suis pas quelqu'un de bien, pas personne même. Et puis du coup, ça allait encore moins bien. Donc, il y a un effet vraiment, on peut dire, contre-productif avec cette idée de pensée positive, de croire qu'en pensant, en se convainquant de quelque chose, ça va aller mieux. L'idée de la psychologie positive, c'est de vous reconnecter à ce que vous arrivez à faire, donc de mettre en lumière des choses que vous avez déjà réussies. Donc on va beaucoup travailler sur des expériences de réussite, des expériences ou si ce n'est pas des réussites, des moments où c'était un peu moins pire, et on va aller explorer qu'est-ce qui a permis ça, quelle a été votre contribution dans cette situation qui était un peu moins pire, etc. Donc on va s'appuyer sur des choses réelles et pas sur des choses imaginaires. Il y a une autre critique qu'on retrouve alors parfois par des grands intellectuels français dans les médias, c'est que la psychologie positive, ça rendrait encore plus individualiste. Alors en fait, là, les recherches sont vraiment unanimes pour dire que, au contraire, plus on va bien, plus on est disponible pour venir en aide à d'autres, et donc ça va plutôt générer des comportements altruistes et pas plus d'individualisme, donc plus de coopération. Alors toutefois, un point de vigilance quand même sur la dictature du bonheur. On est beaucoup interviewé là-dessus en ce moment par les journalistes. Comment la psychologie n'est pas en train de contribuer à cette dictature du bonheur. Tout le monde devrait être heureux, tout le monde devrait être au top. Et donc, on va dire la deuxième vague de la psychologie positive. La première vague, elle a été beaucoup centrée sur les forces, l'optimisme, et peut-être ça a été diffusé très largement de cette manière-là, sur les émotions positives, alors que la deuxième vague de la psychologie positive, on est vraiment plus orienté sur l'accueil de ce qui est là. Donc on n'est pas dans chercher plus d'émotions positives en termes d'objectifs, mais être vraiment avec ce qui est là, ce qui de fait, en fait, va générer moins d'émotions négatives, mais on ne le fixe pas comme objectif. Et donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans le programme CARE, de bien préciser aux personnes qu'on n'est pas là pour générer plus d'émotions positives, pour être toujours heureux, etc. Mais on est là plutôt pour se connecter à qu'est-ce qui donne du sens, comment cultiver des relations constructives, donc plutôt tous les déterminants, tous les facteurs de résilience, tous les facteurs de promotion de la santé, qui de fait vont normalement améliorer le bien-être, mais on ne focalise pas, on ne met pas l'éclairage, on va dire, sur cette dictature du bonheur. Alors plutôt que on n'est pas en train de mettre
les éléments négatifs sous le tapis, mais on est plutôt en train d'essayer de lever le tapis sur des choses qu'on laisse de côté en général dans l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qui fonctionne encore? Qu'est-ce qui fait que vous avez pu venir jusqu'à nous aujourd'hui? Et donc, quelles seront toutes ces compétences que vous avez mobilisées pour faire cette démarche? Alors, les interventions en psychologie positive, donc depuis les années 2000, il y a un certain nombre d'interventions qui ont été validées, qui ont été expérimentées. Là, je vous ai mis un exemple d'une méta-analyse. Donc, les méta-analyses, ça veut dire on regroupe toutes ces recherches qui ont été effectuées sur les interventions et on regarde si, dans l'ensemble, on a des effets positifs. On voit qu'effectivement, il y a un effet positif sur l'augmentation du bien-être, sur la diminution des symptômes dépressifs. Et surtout, ce qui était intéressant pour nous et pour les thérapeutes, c'est que c'est encore plus efficace pour les personnes qui ne vont pas bien. Alors, on peut s'en douter quelque part, puisqu'elles ont une marge de progression plus importante, ce qui est possible, et aussi parce que justement, ça va aider à enrayer ces dysfonctionnements cognitifs, ces biais cognitifs, ça va aider à prendre en compte davantage la réalité. Donc, c'est des programmes qui sont utilisés aujourd'hui, même pour des patients suicidaires, par exemple au CHU de Montpellier, à Sainte-Anne. Un autre élément qui ressort de ces synthèses de la littérature, c'est l'importance de prendre en compte ce qui convient à la personne. Parce que dans les 10 premières années, on va dire, on était un peu plus dans tout le monde devrait expérimenter ces pratiques, tout le monde devrait faire de la gratitude, des journaux de gratitude, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes à qui ça ne correspond pas. Ça ne convient pas à leur culture, ça ne convient pas à leurs valeurs. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ont envie de mettre en place. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, puisque s'il n'y a pas une adéquation, donc person activity fit, c'est l'adéquation entre la personne et l'activité proposée. S'il n'y a pas cette adéquation, on diminue l'efficacité, voire on a un effet contre-productif. Donc ça, c'est important aussi par rapport aux pratiques de pleine conscience qui se diffusent de plus en plus et qui sont parfois imposées. On dit, ah bon, maintenant, allez, toute l'équipe, on va se mettre à faire la pleine conscience. Et il y a certaines personnes à qui ça ne convient pas, ça ne correspond pas, et ça va plutôt générer des effets contre-productifs. Alors le programme CARE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une succession de pratiques de psychologie positive qui ont été validées donc, par ces méta-analyses. Et on l'a formaté dans un programme de 8 séances à raison de 2 heures, une fois par semaine, parce qu'on l'a comparé à des programmes de pleine conscience qui sont formatés de cette manière-là. Donc, l'idée du formatage, c'est pour permettre des expérimentations, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire 8 séances pour que ça fonctionne. Peut-être qu'avec moins, ça fonctionnerait, ou peut-être qu'il y aurait besoin de plus, ce serait encore mieux. Donc, pour l'instant, ça fait 3-4 ans qu'on fait des recherches sur ce programme. Et donc, on n'a pas encore assez de recul, on va dire, ou pas encore assez d'expérimentation pour dire qu'il faudrait absolument 8 séances. C'est juste que ça nous a permis de le comparer à des programmes pleine conscience pour voir les effets. Alors, ça s'appuie donc sur le modèle PERMA de Seligman, mais lorsqu'on le présente aux participants, on ne le présente pas trop sur le versant émotion positive. On le présente surtout sur le versant, on va apprendre à réorienter l'attention vers les aspects satisfaisants du quotidien, élargir le champ attentionnel, on va apprendre à davantage se connecter à ses valeurs, à ce qui donne du sens à la vie, et développer la bienveillance à la fois envers soi et envers les autres. Tout ça dans le but, non pas de développer le bonheur, mais de développer une plus grande flexibilité, c'est-à-dire mieux s'adapter au quotidien, ce qui évidemment, les recherches le montrent, va apporter plus de bien-être, plus de sentiments de bonheur, mais on va essayer de ne pas focaliser les personnes là-dessus, parce qu'en fait, plus on s'attend à ce que ça développe du bonheur ou du bien-être, moins il va arriver. Par exemple, dans une expérimentation, il avait été proposé à des personnes d'écouter un morceau de musique joyeux, donc, comme les 4 saisons de Vivaldi. Et à la moitié des personnes, on leur disait, quand vous allez écouter ce morceau, essayez d'être le plus joyeux possible. Et puis, à l'autre moitié, on leur a juste dit, écoutez ce morceau de musique. Et ce que les chercheurs ont constaté, c'est qu'à la suite de cette écoute, ceux qui avaient essayé d'être le plus joyeux possible, ils étaient beaucoup moins. Donc, ils avaient moins d'émotions positives et moins de satisfaction par rapport à leur vie, alors que ceux qui avaient simplement écouté la musique, ils étaient beaucoup plus joyeux et satisfaits de leur vie. Donc, cette idée que la poursuite du bonheur, elle va avoir vraiment un effet contre-productif
Et donc, on va le moins possible se focaliser là-dessus et beaucoup plus être sur la flexibilité. Les 3 mécanismes qu'on vise à travers ces interventions, c'est donc apprendre à être moins borné, on va dire, dans sa manière de voir la réalité. Donc, on va bien sûr être impacté par ce qui est menaçant dans le quotidien, par les critiques de son supérieur, par le collègue qui ne nous a pas dit bonjour. Par ça, on va le mémoriser parce que notre cerveau est fait comme ça. Mais on va essayer d'apprendre à ne pas voir que ça, à élargir l'attention pour ici voir tous les autres collègues qui m'ont dit bonjour ce jour-là, celui qui m'a remercié d'avoir bien complété le dossier, etc. Donc ça va nous donner une plus grande satisfaction du quotidien puisqu'on n'est pas uniquement impacté par les aspects négatifs. Je ne sais pas si encore. On va commencer à travailler en fait sur les forces de l'individu pour vraiment le reconnecter à ses propres ressources, pour que ce ne soit pas un programme qui est fait de il faut faire ceci, il faut faire cela, mais qui est d'abord, en fait, qu'est-ce que vous faites déjà? Il y a déjà plein de choses que vous faites par vous-même et que vous ne remarquez pas. Il y a plein de compétences que vous avez déjà et vous n'avez pas éclairé ces dimensions. Donc on va commencer vraiment par remettre la personne en confiance sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait déjà, sur les valeurs qui sont déjà présentes et en action dans son quotidien. Donc les forces, alors elles ont été définies par Seligman et Peterson au moment où ils ont lancé tous ces travaux de psychologie positive. Les forces, ce sont des capacités à se comporter, à penser, à ressentir qui vont favoriser un fonctionnement optimal et des performances, puisqu'on constate que quand on utilise davantage ces forces dans le quotidien, ça va à la fois améliorer le bien-être et les performances scolaires ou les performances au travail. En général, on propose un travail en 2 étapes. On va d'abord aller identifier ces forces. Donc, je vous ai mis le lien vers un site internet. Vous pouvez aller remplir un questionnaire en ligne gratuitement qui va vous aider à identifier quelles sont les forces qui vous caractérisent le plus, jusqu'aux forces qui sont peut-être un peu moins présentes. Et ensuite, on va proposer aux personnes de voir comment elles peuvent utiliser ces forces qui les caractérisent le plus, comment elles peuvent les utiliser davantage dans leur quotidien, ou sous d'autres formes, ou dans d'autres contextes. Dans cette idée que lorsqu'une personne vient pour demander un accompagnement, que ce soit en coaching, en thérapie, etc., ça va être des personnes qui peut-être sont un peu à bout de souffle, sont un peu en perte de vitesse, ont l'impression d'avoir du mal à se lever le matin, sont plus très motivées. Et si on mobilise des forces déjà présentes, ça va être beaucoup plus facile pour ces personnes-là. C'est comme, alors souvent je vais faire cet exercice, je propose aux personnes d'écrire une petite phrase et de la signer. Et puis ensuite, je leur propose de prendre le stylo dans l'autre main et d'écrire cette même phrase et de la signer. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ça ne demande pas d'effort, c'est naturel, c'est automatique, c'est facile, c'est agréable. Et l'autre main, ça demande beaucoup d'efforts. On y arrive quand même et ça peut être intéressant, mais c'est coûteux. Et donc quand quelqu'un ne va pas très bien, on va plutôt proposer d'utiliser ces forces qui sont déjà les plus présentes, les plus faciles d'accès, les plus spontanées, qui ne vont pas demander d'énergie et qui vont tout de suite générer de la satisfaction. Quand c'est des personnes que vous accompagnez qui vont bien et qui ont envie de plus d'épanouissement ou plus de progression, alors on peut aller explorer les forces qui sont moins présentes ou moins spontanées. Donc ce sera plus l'autre main qui va demander plus d'énergie, mais qui du coup va générer plus de flexibilité. Donc ça va être intéressant de laisser la personne choisir une force qui lui soit utile dans son quotidien parce que ça va permettre plus de flexibilité. Donc il y a plusieurs pratiques autour des forces, plusieurs pratiques autour de la gratitude, puisque ce sont les pratiques les plus efficaces. Et en même temps, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas forcément aborder d'emblée. On ne peut pas, dès la première rencontre, dire bon, maintenant vous faites ce petit journal de gratitude, vous allez noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En fait, on va plutôt y aller progressivement, c'est comme ça qu'on a conçu le programme, y aller vraiment progressivement, en essayant d'abord de réorienter l'attention vers les aspects qu'on ne perçoit pas. Donc on va faire plutôt un journal d'attention, noter
les événements qui ont été positifs dans votre quotidien. On ne va pas aller tout de suite sur la gratitude, mais les événements positifs ou bien les événements satisfaisants. Des fois, ce n'est pas quelque chose de forcément positif, mais on est content d'avoir surmonté cette difficulté. Donc c'est un événement qui va être satisfaisant. On est content parce qu'on a appris quelque chose. Ça aussi, il y a un aspect satisfaisant. Donc on va aller explorer ces dimensions-là. Et par la suite, vers la deuxième partie du programme, on va être plus sur la dimension de gratitude. Alors pourquoi elle est efficace, la gratitude? Ce serait l'objet d'une autre conférence, mais elle est efficace parce qu'elle va augmenter le sentiment de connexion sociale. On se sent relié aux autres, on a l'impression que les autres prennent davantage soin de nous, on se sent plus soutenu, et ça va générer plus de comportements d'entraide, de coopération, et donc ça c'est vraiment un cercle vertueux. Donc on va aller vers ces pratiques de gratitude dans une deuxième partie du programme. En sachant qu'il y a un certain nombre de consignes auxquelles il faut faire attention, et j'en parle justement, c'est pour ça que j'ai écrit un livre tout entier sur la gratitude, parce qu'il y a plein de nuances auxquelles on ne porte pas attention, mais quand on propose ces pratiques, on se rend compte que parfois il y a un effet contre-productif. Par exemple, faire son journal de gratitude, noter jusqu'à 5 choses pour lesquelles on est reconnaissant, peut avoir un effet contre-productif si on fait un listing. C'est-à-dire, on se dit, bon, allez, alors 1, 2, 3, vraiment, je n'arrive pas à 5. Ah, vraiment, il n'y a rien dans ma vie, hein. Il n'y a que 3 choses positives, là. Et donc, on va avoir l'effet inverse. Alors que l'idée, c'est juste de se reconnecter à cette émotion de gratitude qui nous génère un sentiment de lien social, de connexion sociale. Et ça peut être une seule chose. Et en fait, c'est plus efficace d'écrire 5 phrases sur une chose pour laquelle on éprouve la gratitude, plutôt que 5 phrases sur 5 choses différentes. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment cultiver cette émotion, cultiver ce sentiment de lien social et pas faire des listes de courses de gratitude. Voilà, donc il y a plein de sortes de pratiques que je vous laisserai découvrir parce que je vais laisser un temps pour l'échange. Des pratiques autour de la bienveillance envers soi et peut-être juste un point donc, à retenir sur le programme CARE qui peut-être se distingue d'autres programmes qui ont été développés par la suite. C'est vraiment cette attention aux effets potentiellement contre-productifs de la poursuite du bonheur et cette attention portée à l'accueil de toute émotion. Donc on ne va pas chercher à courir après les émotions positives et fuir les émotions négatives. Parce que lorsqu'on essaye de fuir les émotions négatives, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez par exemple une émotion de tristesse qui arrive et vous vous dites, attends, je suis dans un programme de psychologie positive et j'ai cette émotion, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est que ça ne marche pas ce programme. Et là, vous allez chercher à repousser cette émotion. Et plus vous allez chercher à la repousser, plus elle va avoir tendance à vous inquiéter, à vous angoisser, à vous préoccuper et donc à revenir davantage. Alors que lorsqu'on travaille sur une autre idée de l'affect négatif, on va se dire, tiens, la tristesse, elle est là, et c'est OK. C'est OK, je l'accueille et je me pose la question. La tristesse, elle a aussi son utilité, c'est-à-dire permettre de se poser, arrêter de courir toujours après autre chose. Là, il s'est passé probablement quelque chose qui était important pour vous. Il y a eu une séparation, il y a eu un décès, il y a eu une maladie. Et c'est normal d'être triste et c'est ce temps-là qui est nécessaire, ce temps où on n'est pas en train de faire la fête et de partir sur autre chose, mais on est juste là. Et donc, on va beaucoup plus travailler sur l'idée que cette émotion, elle est tolérable. On est d'accord qu'elle soit là. Et cette acceptation, elle va permettre de garder l'ouverture attentionnelle, c'est-à-dire qu'on va être plus attentif à d'autres choses qui vont survenir dans le quotidien et qui vont nous parler d'autres dimensions de la réalité qui sont moins tristes. Donc en fait, on reste beaucoup moins longtemps dans les émotions désagréables. On prend le temps, on l'accueille, mais on va aussi être ouvert aux autres choses qui vont se produire dans la réalité et qui vont faire qu'on ne reste pas en boucle en fait dans cette émotion négative. Alors, comme je disais, ça fait 3-4 ans qu'on mène des études sur le programme CARE, alors dans différents contextes. Les premières études, on les avait réalisées auprès d'étudiants, puisque c'était un public qui n'est pas en difficulté particulièrement et qui était intéressé par la question de la gestion du stress et la régulation des émotions. Et un public de doctorants, donc ceux-là, ils sont plus en difficulté, c'est les étudiants qui ont le plus de symptômes anxieux, dépressifs et qui ont le moins de bien-être. Et donc là, on a eu donc des effets très intéressants sur les doctorants, d'ailleurs avec Robin Fiot, qui est
plupart dans la salle, qui a animé ce programme pour les doctorants. Donc il y a des effets très intéressants sur l'amélioration du bien-être et la diminution de ces symptômes anxieux et dépressifs. Et par contre, sur les étudiants donc, de première année, qui étaient les étudiants que j'avais en cours de gestion du stress, ben là, en fait, ils n'avaient pas choisi, ils n'étaient pas volontaires, contrairement aux doctorants. C'est juste qu'ils étaient dans mon cours et je leur ai dit, il y en a la moitié qui vont sur le programme CARE, la moitié qui vont sur le programme Pleine Conscience. Donc, ils étaient quelque part contraints, même s'ils pouvaient bien sûr sortir si ça ne les intéressait pas, mais ce n'était pas une démarche personnelle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'effets quand ce n'est pas une démarche personnelle. Contrairement à ce que nous on s'était dit, les personnes qui ne vont pas vers ces programmes, c'est probablement ceux qui en ont le plus besoin. Donc on s'est dit, on va leur offrir cette opportunité de se retrouver malgré eux dans un programme. Et en fait, non, on a essayé une première année, une deuxième année, une troisième année, non, ça a toujours le même effet. Alors que la quatrième année, on leur a laissé choisir, là on a eu des effets. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand même dans ces 3 années, les étudiants qui avaient vraiment accroché, là on avait un effet, puisque donc il y avait 3-4 étudiants sur un groupe de 12 à chaque fois qui pratiquaient. Il y en avait 3-4 qui étaient vraiment réfractaires, donc ça ne bougeait pas du tout. Et puis ceux du milieu, ils ne pratiquaient pas, mais ils étaient vraiment engagés pendant les séances. Et donc ils ont dit qu'ils voyaient bien que ça pourrait être utile pour eux plus tard, mais que pour l'instant ils n'étaient pas stressés, donc ils n'avaient pas besoin de l'utiliser. Voilà, donc en tout cas, je pense important de retenir que c'est des pratiques qu'on ne peut pas imposer, même si on pourrait défendre intellectuellement le bien fondé de proposer ces pratiques à des personnes qui n'y vont pas naturellement. Ce programme a aussi été proposé donc, par la suite au grand public, on va dire, pas aux étudiants, mais aux personnes sous forme de programme gestion du stress, amélioration du bien-être. Donc là, on a des premiers résultats avec une de mes doctorantes qui seront bientôt présentés dans un congrès, donc des résultats très intéressants sur une plus grande flexibilité et une progression au niveau de la personnalité, des changements au niveau de la personnalité. Donc ça, c'était aussi une des questions de recherche qu'on avait. Donc vers une personnalité plus centrée sur l'autonomie, sur la créativité, sur la coopération. C'est un programme qui a été aussi expérimenté par d'autres collègues, d'autres étudiants dans le cadre d'une clinique, de 2 cliniques sur des patients, auprès de patients dépressifs, où on a comparé avec des programmes Pleine Conscience. Et ce qui en est émergé de ces premiers programmes, c'est que les patients trouvaient que c'était beaucoup plus facile dans un premier temps de rentrer dans les pratiques de psychologie positive, parce qu'on a tout de suite des effets. On voit tout de suite comment ça change notre regard sur la vie, sur notre quotidien, alors que les programmes Pleine Conscience, c'est plus coûteux, on va dire, dans un premier temps. Alors pour certaines personnes, ça leur parle tout de suite, notamment ceux qui avaient déjà pratiqué avant, mais pour d'autres, ça va être coûteux, puisque au départ, la Pleine Conscience, c'est être là, et donc être là avec aussi tout ce qui ne va pas. Alors que dans les programmes psychologie positive, on réentraîne le cerveau à voir les autres aspects. Et donc, dans un groupe, en fait, on avait proposé soit y commencer par le programme de psychologie positive, soit Pleine Conscience, et ensuite on intervertissait. Et unanimement, tous les 20 participants qui ont fait ces 2 programmes ont dit qu'il valait mieux faire plutôt d'abord la psychologie positive, et après ils se sentaient prêts pour pratiquer la Pleine Conscience, parce qu'ils avaient des outils, en quelque sorte, pour s'en sortir si jamais ils ne se sentaient pas bien dans ces situations. Ce programme a aussi été testé en addictologie, avec des témoignages très touchants qui ont été présentés lors d'un colloque qu'on a organisé l'année dernière, qui seront bientôt, on mettra en ligne, on a créé un site de l'innovation positive avec l'Institut CRISIP, et donc il y aura toutes ces interventions, tous les témoignages, etc., qui seront accessibles en ligne. Donc tout ce qu'on fait à l'Université de Grenoble, en fait, en termes de recherche et d'intervention, seront bientôt accessibles. Et avec l'Institut CRISIP, on a également développé une version online. Alors pourquoi une version online ? Parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de personnes formées et qu'on a beaucoup de demandes sur toute la France. Et on ne savait pas très bien comment y répondre. Et puis aussi parce que pour certaines personnes, c'est un programme qui est proposé en groupe. Et donc pour certaines personnes, le groupe, c'est compliqué. Le face-à-face, parler devant un groupe, etc., c'est difficile. Et notamment, donc moi qui ai beaucoup travaillé avec les personnes anorexiques, ça c'était un public pour qui les groupes, c'est plus difficile.
Et pendant un temps, j'avais régulé un forum pour les personnes qui avaient des troubles alimentaires. Et on s'était rendu compte qu'il y a des personnes qui, pendant des semaines, étaient vraiment présentes sur le forum. Et au bout d'un moment, elles se sentaient vraiment soutenues. Et elles sont venues, du coup, à l'association. Elles sont venues consulter, elles sont venues participer à des ateliers. Mais qu'il y avait cette première étape où il fallait d'abord qu'elles trouvent des outils, qu'elles trouvent un réseau sans avoir ce face-à-face. Donc on s'est dit que ça pouvait être une alternative, mais donc pour l'instant c'est en cours d'expérimentation, donc je ne peux pas vous dire si c'est efficace ou pas. Potentiellement, ça pourrait aussi ne pas être efficace. Donc voilà, je ne m'engage pas pour l'instant là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, donc, notamment sur la gratitude, donc il y a un ouvrage qui répertorie toutes les recherches qui ont été menées dans ce champ et leur efficacité et puis différentes propositions de pratique. Un ouvrage qui est plus un ouvrage d'introduction à la psychologie positive qui va un peu approfondir les fondements du programme CARE. Voilà. Et puis si vous avez des questions, on a un temps d'échange maintenant, ou bien vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez poser des questions par la suite. Merci de votre attention. Donc Laurine va vous passer un micro si vous avez envie de faire des commentaires. Poser des questions, faire des propositions. Bonsoir. Je voulais juste une clarification. Vous avez parlé de force. Vous entendez par là les talents ou les traits de personnalité? Alors, pas les talents. On entend par là, c'est pour ça que j'ai mis la définition tout à l'heure, mais ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui va permettre à une personne, on va dire, les forces, elles ont été déterminées par Peterson et Seligman en étudiant dans une quarantaine de cultures différentes les traits qui étaient majoritairement valorisés, c'est-à-dire des traits qui vont à la fois le bien-être individuel. Donc c'est vraiment des forces qui vont être utiles pour la société. Et elles ont été appelées forces de caractère en lien avec cette idée de l'aspect moral. C'est des forces qui vont contribuer au bien-être social. Si je parle là, tu m'entends pas. Là, tu m'entends. Sachant que les traits ne sont pas forcément figés. Aujourd'hui, l'orientation reconnaissante ou bien les forces de caractère, en fait, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et plus on va les utiliser, plus elles vont être faciles d'accès et donc elles vont changer aussi des dimensions comme la personnalité, des dimensions qu'on pensait totalement stables au sens où on pensait qu'elles étaient immuables. Donc c'est un peu les découvertes comme pour le cerveau. On croyait qu'à 25 ans c'était terminé, puis après ça diminuait. La personnalité, oui, c'est stable dans le sens où si dans un mois je vous revois, vous n'aurez pas changé du tout au tout, donc c'est stable. Mais en fait, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer avec le temps en fonction des expériences. Et l'idée des interventions de psychologie positive, c'est de proposer des expériences nouvelles pour développer ces traits. Et là, encore une fois, il y a les traits, la signature de caractère, donc c'est les 5 forces les plus présentes, les plus spontanées que vous avez, mais on peut choisir de travailler sur d'autres forces qui ne sont pas forcément spontanées, mais qui vous semblent utiles pour votre quotidien ou par rapport aux valeurs que vous avez envie de mettre en action. Bonsoir, merci. Moi, j'aurais voulu savoir comment la psychologie positive s'organise et prend sa place en France, parce que je vois beaucoup de programmes ou de formations. Est-ce qu'on se tente pour soi? Est-ce qu'on se tente pour accompagner les autres? Est-ce que demain, on va consulter des psychologues positifs? Voilà, je suis curieuse de tout ça. Oui, alors... Donc c'est arrivé à peu près il y a une dizaine d'années en France, notamment grâce à Christophe André, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'il est très médiatisé. Donc il a commencé à développer ça en accompagnement thérapeutique, donc à l'hôpital Sainte-Anne. Et depuis, finalement, ça a progressé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Au départ, même moi, quand je suis arrivée au laboratoire de recherche,
on était un peu regardés de travers. C'est-à-dire, on se disait, voilà, ceux-là, c'était pas sérieux. Travailler sur l'agressivité, sur la violence, les jeux vidéo, voilà, ça c'est sérieux, mais par contre, le bonheur, la gratitude, ça c'était pas très sérieux. Mais en fait, il y a eu vraiment, c'est plutôt le terrain qui s'en est beaucoup saisi. Donc on est énormément sollicité par le terrain, alors que ce soit les établissements scolaires, l'accompagnement à la parentalité, les services psychiatriques, etc., ou le coaching. Il y a énormément de demandes du terrain qui a fait que du coup, il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont demandé à être formées. Donc quand vous disiez qui est formé et pourquoi ils se forment, les diplômes qu'on a ouverts, le diplôme de psychologie positive, c'est vraiment pour former des professionnels, tout champ confondu. Hein. C'est vraiment chacun dans son métier peut faire quelque chose pour améliorer le bien-être personnel et collectif. Donc nous, ce n'est pas un diplôme pour les psychologues, hein. On a vraiment tous les secteurs qui sont représentés, les soignants, les enseignants, les DRH, et de tout. Dans l'idée que ça puisse se diffuser selon les contextes et que ce soit adapté à chaque fois en fonction des contextes. Donc le DI vise vraiment à accompagner à la conception d'intervention, la mise en œuvre et l'évaluation pour être au plus près de qu'est-ce qui convient et pas diffuser comme ça des choses pour tout le monde pareil. Après, je pense qu'on a la difficulté majeure en France, elle est plus du fait de la formation des psychologues, qui fait qu'on est encore très orienté sur d'autres approches de type psychanalytique, qui vont être plus centrées sur la recherche des causalités, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, quelles sont les causes dans la petite enfance, etc. Et donc on passe beaucoup moins de temps sur l'aspect centré solution, centré sur l'effort, centré sur ce qui fonctionne bien dans le quotidien. Et donc c'est surtout là qu'on a plus de difficultés finalement, on met plus de temps à produire des changements. Même si par exemple dans le travail social, moi je forme en carrière sociale, hein, donc les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, déjà en 10 ans on voit que sur tout le bassin grenoblois ça a complètement changé. Alors peut-être aussi grâce aux lois, il y a une loi qui est passée qui dit que la psychanalyse ne peut plus prendre en charge l'autisme, donc ça a obligé à changer les terrains, de fait, ils n'avaient plus le choix, et donc là aussi ils ont demandé des formations, de l'accompagnement autour de ces nouvelles approches. Donc je dirais que c'est quand même beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait imaginé il y a 10 ans, mais du coup aussi avec le risque qui est que les gens s'en emparent sans être peut-être suffisamment formés, s'en emparent parce qu'ils sont convaincus, mais ils n'ont pas forcément la notion que peut-être il y a des effets contre-productifs, qu'on ne peut pas le développer n'importe comment. Donc voilà, je dirais, surtout avec la pleine conscience, on voit vraiment ça, le développement en entreprise sous toutes ses formes, avec en tout cas peut-être moins d'efficacité. Après, les effets contre-productifs, on n'en a pas encore identifié beaucoup, mais on va dire que voilà, il y a un effet de mode qui fait que ça se diffuse beaucoup, et à la fois c'est positif et à la fois c'est important de rester prudent quelque part quand on utilise ces approches. Ce qu'on se dit, c'est de la psychologie positive, et là aussi on a animé à l'Institut CRISIP une formation au programme CARE, et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, mais dans les programmes de psychologie positive, ça fait aussi émerger beaucoup de choses difficiles, beaucoup d'émotions. Et au début, les intervenants sont surpris, ils se disent quoi, c'est un problème de psychopositif, pourquoi les gens pleurent? Oui, mais en fait, on travaille avec tout ça, et son quotidien, il est fait aussi de souffrance. Voilà, donc on ne met pas sous le tapis, du coup, ça émerge. Voilà. Concernant le E du CARE, la notion d'engagement, alors je pense que j'ai à peu près bien repositionné la cohérence, l'attention, même si ce n'est pas forcément précis pour moi, ce que j'avais justement entendu dans l'attention, j'ai entendu qu'il y avait des nuances entre la pleine conscience, que vous opposiez, la psychologie positive, mais alors que justement je pense qu'il y a des frontières qui sont peut-être plus connues, l'aspect relationnel avec la gratitude, etc. Mais sur l'engagement, est-ce que vous pouvez revenir dessus, et notamment, vous avez exprimé l'utilisation de tous ces
groupe sur des aspects dépression, addiction, etc. Est-ce que et comment on peut l'utiliser aussi dans des accompagnements? Alors, je suis coach et sophrologue, donc c'est un petit peu orienté comme question, mais des accompagnements qui peuvent être aussi dans la reconversion, construction de parcours. Enfin, voilà. Comment vous travaillez dans ce programme-là autour de ce que j'essaie de dire, mais que je n'ai pas assez détaillé, c'est la notion d'engagement telle qu'elle est précisée dans le modèle PERMA, elle est simplement en lien avec le flow. Et nous, dans le programme CARE, on ne s'est pas centré là-dessus, on s'est centré sur l'engagement dans des actions en lien avec ses valeurs. Du coup, sur l'identification des valeurs et quel est le premier pas que je peux faire qui va en direction de ces valeurs. Et donc, c'est vraiment l'engagement dans des actions pro-sociales, pro-environnementales qui vont être travaillées dans ce programme-là. Et d'où le terme cohérence, que je n'ai pas repris. C'est cohérence entre les valeurs et les actions. Donc c'est vraiment très, très centré en fait, sur cet aspect, comment on va augmenter le sens de la vie, le sentiment de cohérence dans son quotidien. Et l'aspect relationnel, c'est vraiment sur l'aspect comment on va développer des relations constructives, et là encore une fois, qui vont correspondre davantage à nos valeurs. Donc, le programme CARE, c'est prendre soin de soi, d'autrui, de l'environnement. Et je dirais que c'est aussi une des spécificités du programme CARE, c'est qu'il n'est pas que centré sur soi et autrui, mais aussi sur l'environnement au sens large, donc la nature, comment prendre soin davantage de la nature, parce qu'il y a très peu de travaux finalement sur la psychologie et le lien à son environnement, mais si on n'en prend pas soin, on pourra faire toutes les interventions qu'on veut sur le bien-être, ce sera terrible le bien-être. Donc l'idée c'est de prendre conscience où on habite, tout ce que la nature nous apporte et comment on peut du coup prendre soin de cet environnement qui est fondamental finalement sur ses effets sur le bien-être ont été démontrés, les effets de la nature, une simple photo de la nature va avoir des effets. Donc nous aussi on a un rôle à jouer dans ce cycle. Et oui, dans le coaching, alors effectivement, donc, nous, on a mis en priorité, on avait pris sur les premières années de DU, on avait pris en priorité des personnes du milieu éducatif, donc éducation spécialisée, éducation nationale, etc. Et moins les coachs parce que, en fait, à l'Institut CRISIP, ils proposent des formations sur le coaching positif. Donc, c'était un peu redondant. Du coup, on a plutôt envoyé sur l'Institut CRISIP. Mais il y en a, c'est le cas de Robin, c'est le cas d'autres personnes ici, qui l'utilisent aussi dans le cadre du coaching, dans le cadre d'accompagnement à la formation professionnelle. Donc, ouais, ça se fait aussi. Mais il y a d'autres types d'interventions qu'on peut utiliser. Donc, il y a notamment le programme MAC, qui est développé par une collègue de Lyon, deux collègues de Lyon. Donc, MAAC, développé par Evie Rosset et Mathieu Fouché, où en fait l'idée ça va être de travailler sur les forces des individus. Donc c'est un programme qui est accessible en ligne mais qu'on peut faire aussi en groupe. On va aider les personnes à identifier leurs forces, leurs ressources, les centres d'intérêt et les centres de préoccupation, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous préoccupe dans la société aujourd'hui. Et à partir de là, avec un processus créatif, essayer d'imaginer, de concevoir en fait une action solidaire que les personnes ont envie de mettre en œuvre en s'appuyant sur ces forces et ressources et en lien avec leur sujet de préoccupation. Et ça a été utilisé donc, par des étudiants du début de psychologie positive de l'année dernière, dont une qui est présente, pour essayer de voir comment ça peut mettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui n'osent pas aller frapper à des portes parce qu'elles ne se sentent pas assez compétentes, parce qu'elles se sentent... elles n'ont pas le courage de faire cette démarche, mais quand on les engage d'abord sur des actions solidaires, là, elles prennent toutes ces compétences, toutes ces ressources, elles créent un réseau, elles mettent en œuvre une action, donc ça génère un sentiment de compétence, d'accomplissement, une augmentation de l'estime de soi, et par la suite, l'idée, c'est que ça se répercute sur cette confiance à pouvoir aller chercher un emploi. Donc, cette année aussi, il y a une personne qui l'utilise en réinsertion pour des prisonniers, donc des détenus, dans cette même idée, comment on peut les reconnecter à leurs ressources en lien avec des valeurs et augmenter ce sentiment d'utilité sociale pour diminuer les tendances antisociales.
le fait que vous utilisiez ou pas ce programme en entreprise. Vous avez porté, est-ce qu'il y a des travaux, des recherches sur comment ça peut bien marcher en entreprise et être utile, entre guillemets, à cet environnement? Oui, tout à fait. Donc, ça fait 2 ans qu'on l'expérimente en entreprise, mais c'est une version spécifique. Parce que donc, nous, sur le plan éthique, je fais aussi partie de la chaire Mindfulness et bien-être au travail de l'école de management à Grenoble. Et on a fait ce choix de ne pas intervenir auprès des salariés d'abord pour les aider à mieux supporter la misère qu'on leur met sur le dos. Mais on commence par un travail avec la direction, avec l'équipe managériale, dans l'idée que si eux changent leur manière de prendre des décisions et prennent des décisions différentes et ont des interactions différentes, ça va améliorer le bien-être de tout le monde. Donc quand on nous demande dans les entreprises, venez nous faire un programme de pleine conscience ou de psychologie positive pour augmenter les performances, forcément, on n'est pas très partant sur cette idée. Donc la version du programme CARE qu'on a réalisé, c'est une version CARE environnement qu'on a développée dans le cadre alors c'est un financement de l'ADEME, mais c'était dans l'idée de comment on peut augmenter, comment on peut engager davantage les entreprises dans des démarches éco-citoyennes en partant des salariés. Et donc en fait avec les salariés, d'ailleurs tout le monde était les bienvenus sur ce programme, il y avait aussi des managers et des personnes de la direction, mais en tout cas c'est un partage autour de pratiques de psychologie positive orientées vers l'augmentation du sentiment de lien à la nature, l'augmentation, la reconnexion à ses valeurs, pro-sociales, pro-environnementales, et ensuite générer ensemble des idées sur comment on peut s'engager tous, y compris la direction, dans des actions, dans des éco-gestes, dans des actions pro-environnementales au sein de l'entreprise et puis chez soi. Et donc, il y a un accompagnement de la Maison de la Nature et de l'Environnement qui aide à la mise en œuvre ensuite et qui accompagne les organisations dans cette démarche. Donc c'était un peu différent, on l'a pris sous cet angle-là, dans le sens où on s'est dit c'est utile de créer cette dynamique centrée sur les forces, etc., mais pas dans l'idée d'augmenter les performances, mais dans l'idée de s'engager plus en direction des valeurs et comment l'entreprise peut contribuer à ça dans des actions du quotidien. Donc par exemple chez Guichon-Val, où ils fournissent essentiellement la tuyauterie pour des centrales nucléaires, au bout d'un moment, les personnes dans le programme CARE, ça leur a posé souci. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, ça ne va pas trop avec nos valeurs. Et donc, ils ont décidé, en accord avec la direction, d'allouer 5% des bénéfices à des actions solidaires pour, du coup, se sentir plus en cohérence avec ce qui se passe dans cette entreprise, qui est très chouette par ailleurs. Ils ont mis en œuvre beaucoup de choses autour du bien-être au travail. Et puis, petit à petit, ils visent une réorganisation, une réorientation de l'activité. Donc, voilà, tout ça en lien avec la direction. Donc, c'est vraiment l'idée de recréer une dynamique collaborative pour améliorer le bien-être de tous, mais pas juste aider les salariés à aller mieux parce que ce qui va leur tomber dessus, ça va être terrible. Et donc, il y a des effets sur le bien-être quand même, pour répondre à la question, parce qu'on a aussi mesuré le bien-être et les éco-gestes. Oui. Alors, oui. Donc, c'est un programme où on se réunit 2 heures par semaine pour échanger sur les pratiques. Donc, en fait, on vous propose des choses à faire pour la semaine. Et ensuite, l'idée, toujours dans cette idée de développer plus de flexibilité, c'est qu'on va prendre conscience que pour une même pratique, chacun l'aura vécu différemment, aura découvert des choses différentes et ça nous ouvre beaucoup plus le regard que quand on les pratique tout seul. Donc pour nous, c'est vraiment une richesse, le groupe, à ce niveau-là, en termes de décentration, en termes d'ouverture attentionnelle. Et donc, toutes les petites choses que les autres membres du groupe vont rapporter, pendant le reste de la semaine, ça va nous orienter l'attention. On va dire, ah oui, tiens, il a parlé de ça, moi aussi, oui, c'est vrai. Donc, on prend conscience beaucoup plus rapidement de ces choses. Alors, où ça se passe, il y a quelques personnes formées ici, dans cette salle, dont Robin Fiot, Laurine aussi, qui a animé des programmes CARE. Donc, il y a plusieurs intervenants sur Lyon qui peuvent proposer des programmes. Et puis, on propose des formations. Enfin, on a démarré une première formation d'intervenants à l'Institut CRISIP pour que ça puisse se diffuser aussi dans d'autres villes. Donc, pour l'instant, on a essentiellement Grenoble et Lyon avec
des intervenants. Soit vous m'envoyez un mail, soit vous regardez sur l'Institut CRISIP, CHRYSI2PE.